Bien, déjà je vous présente mes excuses pour ce retard indépendant de ma volonté et qui a motivé donc la projection de ce film de Gauthier et Ortiz, qui est un film intéressant. Alors c'est un film à thèse, comme on dit, et à vrai dire, tous les films et documentaires que nous possédons sur les brigades internationales sont tous des œuvres à thèse, ce qui montre bien que ce sujet des brigades internationales et la guerre d'Espagne en particulier demeure aujourd'hui encore un sujet à controverse parce qu'un sujet à mémoire, mémoire au pluriel. Et d'ailleurs, c'est le titre de ce film, je ne sais pas si... je crois qu'il a été précisé, donc entre silence et mémoire. On aurait pu en choisir d'autres. Le plus récent, vous l'avez peut-être vu sur Arte, il a été diffusé à partir de 2016. Alors, outre le fait qu'il est sujet à des droits, qui ne sont pas donnés d'ailleurs, c'est un film qui est assez problématique en réalité, puisque sur de très belles archives, de très belles images retrouvées sur les brigades internationales, que moi-même, pourtant après 20 ans de recherche autour du monde sur les brigades internationales, je ne connaissais pas. Malheureusement, le réalisateur a choisi de relancer une thèse qui est pourtant enterrée par les historiens et les historiennes depuis bien un tiers de siècle. Mais ma foi, c'était donc son intention de faire la démonstration des brigades internationales comme d'une supercherie, comme d'une initiative qui, sous de généreux prétextes, aurait conduit en réalité un certain nombre d'individus dans des combats qui n'étaient pas le leur. Cette thèse, elle n'est pas nouvelle, c'est celle du franquisme et c'est celle de l'extrême droite française, Doriot notamment, qui dès 1937 s'attache à faire des brigades internationales un sujet démonstratif de la volonté de Staline et du communisme de s'emparer d'un pays. Et puis évidemment, l'histoire avançant, avec la mise en place des républiques populaires, cette historiographie aura beau jeu de dire que l'Espagne aurait pu être finalement la première des républiques populaires assujetties au stalinisme, assujetties à ce communisme stalinien. Alors évidemment, on va reprendre tout ça, parce que les brigades internationales, elles ne s'inscrivent sûrement pas dans cette démonstration politique. On va voir qu'il s'agit d'un organe politique. Vous l'avez vu un peu déjà dans ce film, qui ne cache pas, je crois que vous l'avez deviné, sa position plutôt proche, sensible du Parti communiste espagnol, pourrait-on dire. Ce qui n'est pas banal, pas commun, parce que la mémoire de la guerre d'Espagne, en Espagne comme en France, est avant tout portée par les libertaires et la gauche critique, pourrait-on dire, trotskiste, on dit en France, même si ça couvre un spectre assez large. Mais le fait est que la mémoire communiste des brigades internationales de la guerre d'Espagne est assez silencieuse. Et pour cause, je commence par la fin, vous l'avez vu, et pour cause parce que cette mémoire a été tout simplement interdite. Elle a été indicible parce que dès la fin de la guerre d'Espagne, dès le 1er avril 1939, nous étions déjà dans un autre monde. Nous étions passés de l'antifascisme à la survenue d'une incroyable nouvelle. En août 1939, quelques mois après, la signature d'un pacte germano-soviétique, donc d'un pacte de défense, de soutien mutuel aussi, pourrait-on dire, entre Staline et Hitler, qui évidemment venait tout à fait à l'encontre et même à rebours de ce pourquoi et les communistes et les antifascistes s'étaient battus depuis le Front populaire, et notamment pendant la guerre d'Espagne. Cette mémoire communiste, donc, qui a été privée en 1939, elle va mettre des années, des décennies en réalité, à se frayer un chemin. Pourquoi? Parce que Staline ne veut pas de cette mémoire. Les vétérans d'Espagne sont menaçants. Un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, slovaques ou yougoslaves, vont passer sous les fourches caudines du stalinisme. Certains vont même être accusés et condamnés à mort. Notamment, je vous renvoie au procès Slansky, mais également à l'œuvre de London, sur les procès en Tchécoslovaquie, qui concernent particulièrement ces anciens d'Espagne, dont Staline souhaite la disparition. Donc cette mémoire communiste, elle est difficile, parce que revenir sur ces 20 ans de silence voudrait
dans la mémoire communiste, accepter le fait qu'il y a eu donc une décision malheureuse qui a été suivie par l'intégralité des partis. Et en France, la question est encore plus difficile parce que la question des brigades internationales vient recouvrir une autre question, une autre opposition, un autre problème, c'est la guerre des chefs entre Maurice Thorez et André Marty. André Marty qui est éliminé du parti en 1952 par un petit procès de Moscou qui se déroule en France, mais dans lequel Marty est, postérieurement au fait, accusé d'avoir été un flic et d'avoir toujours été un traître. Alors évidemment, Marty, qui est l'organisateur des brigades internationales, qui est pour les vétérans d'Espagne le chef, toujours, c'est aussi la mémoire des brigadistes internationaux français qui disparaît avec la mémoire de Marty, qui est gommée, tout simplement gommée, des livres d'histoire et des livres concernant la guerre d'Espagne, selon l'écriture communiste. Il faut attendre le milieu des années 50, même la fin des années 50, début 60, pour que, enfin, à l'est de l'Europe toujours, les brigades internationales reviennent dans le champ mémoriel communiste. Ça se passe par un coup, c'est d'abord le désir des vétérans des républiques démocratiques de l'Est qui souhaitent faire valoir aussi leur passé d'antifasciste, leur héritage, les combats menés en Espagne, et c'est aussi une manière de tourner la page du stalinisme. Donc cette mémoire communiste n'a pas eu le temps en France et en Europe occidentale de pouvoir proposer un récit alternatif à deux autres récits. Un premier récit qui n'a pas bougé. Vous avez encore ce récit sorti de la glace, sorti du congélateur très récemment, l'été dernier, par la traduction en France d'un polémiste espagnol, Pio Bois, qui n'en est pas à son œuvre, qui depuis 20 ans donc entreprend de démolir la mémoire de la République espagnole et de démolir la mémoire aussi de la transition démocratique en faisant la démonstration que finalement la thèse franquiste était bien la bonne et que les brigades internationales et le Parti communiste naturellement avaient souhaité inféoder l'Espagne à une dictature communiste. Donc ce discours, je ne m'y arrête pas, il est connu, vous l'entendez assez régulièrement, mais il est paradoxalement servi par un autre propos tout à fait inattendu, c'est cette mémoire libertaire et communiste dissidente, pourrait-on dire, qui, elle, par contre, a fait florès. Un certain nombre d'œuvres sont connues, et peut-être que vous avez vu ce film de Ken Loach, Land and Freedom, qui est sorti en 1996, très beau film, évidemment, de Ken Loach, mais qui défend une thèse tout à fait improbable pour les historiens de la guerre d'Espagne, quel qu'il soit, et en particulier sur les brigades internationales. Malheureusement, une légende urbaine a voulu faire de ce film de Ken Loach une adaptation de l'œuvre de George Orwell, Hommage à la Catalogne, ce qui n'est absolument pas. Ça n'est pas si le sujet du film retrouve le sujet du livre Hommage à la Catalogne, un jeune Britannique qui s'engage dans les colonnes du POUM, P-O-U-M, qui était un parti d'opposition marxiste, pas réellement trotskiste en réalité, mais qui n'a pas voulu suivre le Parti communiste dans la voie stalinienne et a voulu chercher sa propre voie d'un communisme, donc exempt justement du stalinisme. Je ne vais pas plus loin sur cette pensée, simplement pour rappeler que cette position qui est celle donc, de Ken Loach dans Land and Freedom est représentative de ce que vous pouvez retrouver dans la plupart des œuvres aujourd'hui qui traitent de la guerre d'Espagne. Il y a eu effectivement un élan généreux en faveur de l'Espagne, dont les brigades internationales sont l'exemple, mais cet élan généreux a été dévoyé, a été corrompu par le Parti communiste et par des intérêts politiques bien particuliers qui étaient ceux du stalinisme. Et on en veut pour preuve un certain nombre de crimes qui auraient eu lieu dans les brigades internationales, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé et sur lesquels on reviendra évidemment dans mon exposé. Les brigades internationales, donc vaste sujet. Tout d'abord, de quoi s'agit-il? Dans quoi les brigades internationales se sont-elles inscrites? Qu'est-ce qu'elles voulaient représenter? Qu'est-ce qu'elles voulaient faire? Et pourquoi? En vérité,
avant de nous jeter dans la guerre d'Espagne, il faut nous remettre dans un sentiment, dans une époque qui est celle des années 30, du mi-temps des années 30, dans lequel les régimes autoritaires ont remplacé pratiquement toutes les démocraties qui avaient éclose en 1918, en 1919 pour être exact, à l'occasion du traité de Versailles, qui avait fait des empires d'Europe un certain nombre de pays et de démocraties. La plupart de ces régimes démocratiques se sont effondrés progressivement, jusqu'à évidemment la date fatidique de janvier 1933, où la principale démocratie d'Europe centrale, l'Allemagne, le régime de Weimar, s'effondre elle aussi et donne pouvoir à ce que, évidemment, vous connaissez, donc le régime nazi et l'effondrement du principal parti communiste d'Europe. À partir de là, le parti communiste, les partis communistes, le Comintern, l'international, la troisième internationale, prend acte de l'impasse dans laquelle l'a conduite sa politique de résistance au fascisme. Jusque-là, les communistes faisaient la correspondance exacte entre le réformisme, les sociodémocrates, et les fascistes ou apparentés en tant que tels, en considérant qu'il s'agissait finalement d'une même menace pour le prolétariat, pour les travailleurs. Cette position va évidemment voler en éclats. Elle va voler en éclats aussi parce que depuis quelques années, d'autres avaient fait l'expérience de ce fascisme, les Italiens notamment, et avaient inventé ce mot, destiné à faire florès, de l'antifascisme. Cet antifascisme, le sentiment majeur politique qui transcende l'intégralité des formations politiques, en passant par les catholiques, en passant par la droite, en passant par toutes les gauches, l'antifascisme, ce courant général, est né avant tout de ces exilés italiens qui, à Paris, qui, à New York, qui, à Barcelone, recréent quelque chose, une nouvelle matrice politique dans laquelle émergera justement ce courant tout d'abord national. L'antifascisme italien, il est avant tout national, italo-italien, mais à partir de 1933, il prend une toute autre nature, et d'ailleurs ces antifascistes italiens le voient clairement. Depuis cette date, notre antifascisme à nous est devenu un problème mondial, est devenu un problème général, et finalement notre combat face à Mussolini vient d'être rejoint par le monde entier, puisque du Japon jusqu'à l'Allemagne, la menace, l'impérialisme, désormais, est incarné par les régimes fascistes. Cet antifascisme, il est politique, mais il est également culturel. C'est un sentiment, en tout cas dans ma thèse, c'est cette hypothèse que je prends, de considérer l'antifascisme comme un sentiment général qui transcende l'intégralité des formations politiques. C'est la raison pour laquelle des campus américains ou ceux d'Oxford, jusque dans les mines de Pologne ou du nord de la France, des gens qui, a priori, n'auraient pas fondamentalement partagé les mêmes compréhensions, les mêmes schémas politiques, ont le sentiment, en juillet 1936, lorsqu'éclate un coup d'État militaire en Espagne, qu'il s'agit de l'expression même de cette menace qui était attendue, qui aurait pu survenir à Paris, qui était déjà survenue à Vienne, quelques années précédentes, qu'on avait pu voir également au moment de la révolte ouvrière des Asturies en Espagne, ça de côté. Toujours est-il que pour les démocrates du monde entier, à quelques pays qu'ils appartiennent, le sentiment d'une menace à venir, d'une menace sourde, ce sentiment que la guerre arrive et qu'elle sera cette fois-ci idéologique, que ce sera une guerre finale, elle ne pourra se conclure que par la destruction d'un camp et non de l'autre. C'est donc une guerre qu'il faut mener aussi éventuellement par prévention, pour se défendre. Ce qu'il se passe à Madrid en juillet 1936, dès lors que le coup d'État échoue et qu'il débouche sur une guerre civile, c'est-à-dire que les deux camps en puissance se révèlent suffisamment forts l'un et l'autre pour ne pas arriver à prendre l'initiative immédiatement, eh bien, ce partage de l'Espagne correspond à un partage du monde dans lequel le sort final de l'humanité est directement concerné. Et cet antifascisme, qu'il soit exprimé d'une part par le Comintern,
qui en fait justement cette pensée du Front populaire antifasciste juste avant la guerre d'Espagne. On aura donc à des coalitions électorales de prévention, pourrait-on dire, face à la menace de la droite, face à la menace de l'extrême droite. Eh bien, cet antifascisme-là, quel que soit son format, quels que soient ses attendus, il participe à la compréhension d'un fait commun et donc d'une nécessité de l'action dans lequel justement va se précipiter quelque chose de totalement nouveau dans l'histoire de l'internationalisme, qui est la prise d'armes, qui est le désir de l'action. Avant 1936, le soutien international était jusque-là de l'ordre de l'expression morale. On exprime son soutien, on fait éventuellement, on organise des convois de ravitaillement, on peut, et encore les cas sont assez peu nombreux, organiser des colonnes de ravitaillement ou sanitaires, mais jusque-là, rien n'avait ressemblé à ce que la guerre d'Espagne a introduit dans l'histoire de l'engagement transnational. Et à partir de la guerre d'Espagne, c'est pour ça que je parle d'un seuil, on est vraiment à la charnière de deux mondes. De la guerre d'Espagne va donc émerger une nouvelle façon de porter sa solidarité d'une part, une nouvelle façon aussi du sentiment d'assimilation. Je suis moi aussi un espagnol, ma place est parmi mes frères espagnols, et enfin l'émergence d'un mouvement qui aujourd'hui évidemment nous paraît tout à fait banal dans l'expression de la solidarité, c'est l'humanitaire, bien sûr. Je parlerai peut-être un peu moins pour rester concentré sur les brigades internationales, mais quoique les deux sujets sont mêlés. À l'été 1936, donc, rien n'engageait pourtant à l'expression de cette solidarité armée du monde entier. Il a fallu en réalité, ce qu'il se passe assez souvent en histoire, une succession d'événements. Il a fallu ce qu'on appelle un kéros, c'est-à-dire un ensemble de facteurs qui se placent de manière favorable les uns par rapport aux autres pour que cette initiative émerge. Mais au-delà de ça, que cette initiative de la solidarité armée, elle semble même d'une logique imparable. Au point même que je suis toujours frappé, lorsque je lis des mémoires d'individus qui ont écrit à propos de l'entre-deux-guerres, à quel point la guerre d'Espagne et les brigades internationales a presque toujours été en correspondance avec un moment d'un choix. Alors ça peut être un choix un matin dans une cuisine, c'est le cas de Simone de Beauvoir par exemple, qui quand même écrit à un moment « Faut-il partir en Espagne ?» pour répondre tout de suite par la négative, pour tout un tas de raisons. Mais la question était donc recevable, y compris pour y répondre par la négative. Qu'est-ce qui a bien pu se passer à l'été 1936 pour provoquer justement ce départ considérable? Vous avez vu là un certain nombre de chiffres passés, sans doute au minimum 35 000 personnes, hommes et femmes, dans la brigade internationale, plus probablement autour de 40 000, et très probablement autour de 45 à 50 000 étrangers du côté républicain et 5 000 étrangers du côté des nationalistes. Donc on est vraiment sur un phénomène tout à fait majeur, sans précédent par rapport à l'histoire. Je reviendrai un peu sur l'inscription historique, peut-être voilà. Juillet 1936, donc, la conjonction, elle est la suivante. Tout d'abord, vous avez déjà des étrangers en Espagne. L'Espagne est une démocratie depuis 1931, c'est la Seconde République. C'est une république d'ailleurs qui est très en avance sur un certain nombre de domaines sociaux et sociétaux. Les femmes espagnoles votent par exemple depuis 1931 et pour un certain nombre d'autres considérations. Ces étrangers qui sont en Espagne, ils appartiennent à deux catégories. Ce sont tout d'abord des Sud-Américains qui font leurs études en Espagne. Ils sont généralement à Madrid et il s'agit de la fine fleur intellectuelle de l'Amérique latine, des Cubains notamment, mais pas que, qui font leur cursus universitaire et généralement sont également marqués très à gauche dans ces années-là où la jeunesse dorée avait également des idées larges, en tout cas durant les études. Premier groupe d'individus, donc deuxième groupe, des exilés qui appartiennent majoritairement à deux nationalités, les Italiens, qui ont fait de Barcelone une capitale de substitution, pour des raisons à la fois historiques, mais également pratiques, parce que la police française a de plus en plus, pour faire plaisir à Mussolini, de plus en plus tendance à les expulser.
Et enfin, les Allemands, dont un certain nombre de structures se sont recréées en Espagne, à commencer par les anarchistes allemands qui se sont réinstallés à Barcelone plutôt qu'à Paris. Donc vous avez, en juillet 1936, un certain nombre d'individus déjà sur place qui assistent aux événements en désirant évidemment participer aussi à cet élan historique extraordinaire qui est en train de se passer. Vous direz, pourquoi des étudiants, pourquoi des exilés, ça peut s'entendre, des militants, quoique, ce n'est pas forcément si évident. J'aurais pu aussi rajouter les étrangers de passage dans la ville, les touristes notamment, ou des sportifs qui pensaient participer quelques jours après l'échec du coup d'État à une Olympiade, c'est-à-dire des contre-jeux olympiques qui n'ont jamais eu lieu, mais qui auraient dû avoir lieu à Barcelone. Donc un certain nombre d'étrangers présents de manière circonstancielle qui participent à quelque chose qui a tout d'une fête en réalité. Les combats sont très limités. Qu'est-ce qui se passe dans la nuit du 17 au 18 juillet 1936? Ce sont des garnisons qui soit sortent de leur caserne et s'emparent d'un certain nombre de bâtiments, et là, s'ensuivent des combats avec la police notamment, puis ensuite avec l'armement donné à la population, puisque le gouvernement prendra cette décision, mais les combats sont extrêmement localisés. Ce ne sont pas des combats, il n'y a pas de tranchées, il n'y a pas d'avions, il n'y a pas de chars, il n'y a pas ce sont un équipement de briques de broc, et généralement, dans les villes dans lesquelles la rébellion est étouffée, les rébellions sont matées directement dans les casernes, au prix d'un certain nombre de morts d'ailleurs. Vous connaissez tous les photos de ces casernes madrilènes, auxquelles on voit des corps joncher le sol de la caserne. Eh bien, c'est évidemment ainsi que ce coup d'État paraît aux yeux des Espagnols et paraît aux yeux des étrangers. Nous sommes l'été, il fait beau, c'est l'été 1936, la gauche est à son zénith, c'est un moment de liesse populaire. Les photographies que vous connaissez de la guerre d'Espagne sont celles que nos aïeux ont pu voir dans les journaux. Ce sont des photos de soleil, ce sont des photos où les gens rient, où les gens sourient, où les gens sont en bras de chemise, où les femmes sont belles, où les gens semblent ne manquer de rien, sauf qu'il y a des fusils, sauf qu'il y a des initiales, sauf que ça semble la révolution. Ça, c'est ce qui est vu de l'étranger. Nos volontaires verront dans les cinémas du 20e arrondissement, juste à côté d'ici, ma grand-mère tenait la confiserie qui était dans ce cinéma, et bien dans ce cinéma étaient diffusées des actualités dans lesquelles on présentait, y compris en novembre et en décembre 1936, on n'avait pas eu le temps de refaire des films, qu'est-ce qu'on diffusait? Des films de la guerre d'Espagne présentant l'été, présentant les gens heureux, présentant des villes, des combats qui semblent être menés de barricade à barricade, et dans lesquels, en tout cas, l'enthousiasme prédomine. Nous verrons que cette temporalité a son importance. Voilà pour les étrangers en Espagne. Deuxième groupe, eh bien, les étrangers qui rejoignent l'Espagne, à commencer par les Espagnols, bien sûr, les Espagnols de l'immigration, qui n'ont pas été appelés par le gouvernement républicain. Ils ne seront appelés et mobilisés qu'à partir de 1937, vous voyez, très tardivement. Donc tous ces Espagnols qui rejoignent l'Espagne, de France surtout, mais aussi de Belgique, mais aussi d'Amérique du Sud, mais aussi de Suisse, eh bien, ce sont des immigrés qui choisissent de retourner en Espagne parce que le combat, évidemment, se passe ici et maintenant. Ces Espagnols, ils ont des voisins, ils ont des camarades d'atelier, ils ont des camarades de parti qui font aussi le choix, parce que c'est l'été, parce qu'il y a du temps, parce que c'est la césure, parce qu'il y a cette possibilité de pouvoir partir. Elle sera encore plus forte, cette possibilité de partir, au moment à l'automne. Pourquoi? Parce que dans le bâtiment, c'est un moment de césure inconnu, donc beaucoup d'ouvriers qui travaillent à la journée, les journaliers, prendront justement ce temps restant avant la reprise des travaux pour se dire, eh bien, je vais aller faire une veine en Espagne, combattre, et puis je reviendrai, comme ça j'aurai été utile pour la cause. Donc des camarades d'atelier, de toute nationalité, qui rejoignent l'Espagne pour y combattre. Et enfin, dernier groupe, vous avez encore des étrangers proscrits en situation irrégulière, qui décident de faire de l'Espagne leur pays d'adoption de demain.
moi, polonais persécuté par le régime de Piłsudski, moi, juif hongrois, eh bien, je vais faire de l'Espagne un pays dans lequel je ne subirai plus les numerus clausus des professions françaises, dans lequel tel dentiste ou tel chirurgien étranger ne pouvait travailler, tel avocat, y compris avec la possession de la maîtrise de la langue française. Donc ces étrangers font aussi de l'Espagne, du combat des Espagnols, leur propre combat, pour des raisons tout simplement aussi de perspective. Cet ensemble-là aboutit donc à la création de premières formations qui se disent elles-mêmes internationales, un peu par esthétisme, pourrait-on dire, un peu parce que c'est une manière aussi de faire voir aux Espagnols qu'il y a des étrangers solidaires avec eux. Donc du Pays Basque en Catalogne et du côté de Madrid, sur les trois régions dans lesquelles le volontariat international va se sédimenter, des volontaires internationaux se regroupent entre eux, parfois par nationalité, pour combattre aux côtés de leurs camarades espagnols. Il n'est pas encore question de brigade internationale. Nous sommes à l'été 1936 et ces volontaires internationaux, lorsqu'ils arrivent à Barcelone, n'ont pas forcément idée de là où ils vont atterrir. Ils sautent dans un train, ils arrivent à Barcelone, et qu'est-ce qu'il se passe à Barcelone? Alors pas au début, mais dans les semaines qui suivent. Eh bien, vous avez des représentants de tous les partis catalans qui les attendent avec des panneaux. Des panneaux sur lesquels c'est marqué anarchie, sur lesquels c'est marqué communiste, sur lesquels c'est marqué PUM, sur lesquels c'est marqué ERC, nationaliste catalan. Et c'est la foire d'emploi. Alors évidemment, vous avez des étrangers qui savent très bien qui ils ont envie de rejoindre. Mais pour la plupart d'entre eux, et j'ai travaillé sur ces listes d'accès, ces listes d'enrôlés, de volontaires qui arrivent à la gare, pour la plupart d'entre eux, ils se disent tous antifascistes. Le reste, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous avez d'authentiques staliniens qui combattent dans des formations libertaires. Ça aura évidemment quelques difficultés par la suite. Vous avez les trotskistes également avec eux et vous avez inversement. Donc il y a une ventilation véritablement dans laquelle la politique n'est pas encore déterminante. Ce qui est déterminant, c'est beaucoup plus les questions pratiques. Évidemment, lorsqu'on ne maîtrise pas l'allemand, on ne va pas rejoindre une centurie de germanophones. Évidemment, lorsqu'on a moins de 18 ans, il est très difficile d'être pris quelque part. Et évidemment, quand on a une femme, très rapidement, on se retrouve aussi dans un chemin de croix pour faire la démonstration de son désir de participation et au combat et à la cause englobée. Mais peu à peu, les stratégies politiques, évidemment, s'imposent d'elles-mêmes, ne serait-ce que parce que la politique est une sociabilité comme une autre. Et qu'au bout d'un moment, les discussions dans les tranchées, on s'avère, tombe sur un point doctrinal, tout à fait indépassable, qui provoque le départ de telle ou telle vers une autre formation dans laquelle on se retrouvera plus enclin par rapport à ces pensées politiques. Ces formations internationales, elles se structurent majoritairement en Aragon, sur le front d'Aragon. Qu'est-ce que c'est que le front d'Aragon? C'est ce que les Catalans, partant de Barcelone, partant de toutes ces villes où ils ont triomphé de leur rébellion, eh bien ils s'avancent en race campagne, et le front se fige en Aragon, la province d'à côté, dans lequel la gauche avait été précédemment vaincue. Et malheureusement, les Catalans, les colonnes catalanes ne parviennent pas à prendre les centres-bourgs, les centres urbains, Saragosse, Teruel, Huesca, et donc le front se fige devant ces villes tenues par les mains. Le front est également au Pays Basque, où il est tout à fait isolé du reste de l'Espagne, très rapidement. Les Basques se retrouvent à combattre de leur côté avec leurs propres moyens, mais sont rejoints tout de même par un certain nombre de volontaires internationaux qui évidemment n'avaient pas pris une carte pour savoir exactement quel était le front qu'ils allaient rejoindre. C'est simplement qu'ils étaient à Bordeaux, ou ils étaient arrivés à Bordeaux, et que de Bordeaux vous aviez une liaison vers Bilbao, et qu'à Bilbao, c'était la guerre. Donc il était possible, en partant le matin de Bordeaux, de se retrouver le soir dans une ville dans lequel la guerre était directement aux frontières de ce grand port du nord de l'Espagne. Enfin, troisième front, qui est un front plus compliqué, qui est le front central. Lorsque, en juillet 1936, vous l'avez vu, je crois, dans le film, le corps expéditionnaire de Franco, donc le corps africain, l'armée d'Afrique,
commandée par Francisco Franco, qui très rapidement monte dans les échelons et laisse l'armée d'Afrique à un autre personnage, un autre général. Eh bien, cette armée, qui est une armée professionnelle, repousse devant elle l'intégralité des milices rassemblées à la hâte qui, depuis l'Andalousie, depuis le sud de l'Espagne, essayaient de lui barrer la route vers le reste des rebelles qui étaient eux au nord et vers la capitale Madrid. Et évidemment, tout l'enjeu était, en septembre 1936, de s'emparer de la capitale. Or, vous le savez peut-être, Franco fit un choix politique qui fut de délaisser un instant la capitale, qui était pourtant à portée de main de ses armées, pour libérer l'Alcázar de Tolède, une école militaire dans laquelle un certain nombre de cadets, d'officiers aspirants, étaient assiégés. Je ne sais pas si vous avez lu L'Espoir de Malraux, mais c'est par ce siège de l'Alcázar à Tolède que l'ouvrage commence. Eh bien, ce choix donc, politique d'aller libérer, d'aller chercher le symbole plutôt que la victoire, fait que Madrid put être défendu par deux éléments. Le premier élément, il est d'ordre géopolitique. L'Espagne républicaine n'avait qu'un souhait, dès juillet 1936, c'était sûrement pas des hommes, ça en avait assez, c'était des armes, des munitions et surtout, avant tout, la possibilité de pouvoir en acheter sur le marché international. Ça, c'était les uniques revendications des Espagnols. Vous n'avez à aucun moment un appel espagnol de qui que ce soit pour appeler à des volontaires, pour appeler à la formation de brigades internationales pour venir aider l'Espagne. Tout se jouait donc sur le terrain diplomatique. Je passe très rapidement. Vous savez qu'après quelques atermoiements qui ont permis l'envoi en Espagne d'un peu de matériel militaire français, malheureusement, la non-intervention, la non-immixtion, devenue ensuite non-intervention, terme anglais, eh bien, a fait que l'Espagne républicaine a été mise dans le même bain que son adversaire, tout à fait illégal d'un point de vue du droit international, et considérée, donc mise sous embargo, ne pouvant rien acheter sur le marché international. Un pays va reprendre assez vite sa liberté d'initiative malgré le fait qu'il ait signé le traité de non-intervention, c'est l'URSS. L'URSS, Staline, va, pour un certain nombre de raisons, considérer que la menace est extrême. Il sait, tout le monde sait, que l'Italie, l'Allemagne et le Portugal soutiennent ouvertement les rebelles franquistes et que c'est ce soutien qui non seulement a permis à l'armée d'Afrique de traverser la Méditerranée, tandis que la marine républicaine était demeurée fidèle et aurait dû empêcher le passage. Et donc l'URSS, Staline, choisit de mettre deux fers au feu. Le premier fer au feu, donc, c'est ce retrait de la non-intervention qui était destiné à faire bouger les lignes françaises, les lignes diplomatiques françaises. C'était une manière de faire la démonstration aux Français que l'URSS était, elle, stable, en tant que partenaire diplomatique, c'était bien ce que visait Staline, de devenir un partenaire appréciable, considérable, notamment par la France, mais aussi par la Grande-Bretagne, dans une alliance contre l'Allemagne. Donc c'était un geste géopolitique qui certes aidait l'Espagne, mais l'Espagne était ici conjoncturelle. Ce qu'il fallait, c'était faire la démonstration aux Français que, en cas d'attaque de l'Allemagne, l'URSS était, elle, fidèle, un allié fidèle et capable d'intervenir. Ce qui permet l'intervention du premier matériel en direction acheté, non pas acheté à prix d'or, contrairement aux Fabaises qui ont pu pourrir dans les années 80, mais à prix coûtant. Il n'a pas été offert, il a été acheté au prix du marché. Maintenant, les archives que nous connaissons qui sont ouvertes depuis 1991, la date de la chute de l'Union soviétique, les archives soviétiques militaires et diplomatiques étaient disponibles. Ce qui nous a permis de pouvoir enfin barrer cette légende d'une vente à prix d'or. Donc ce matériel que les républicains ont pu acheter, les tanks, les avions, va permettre de défendre Madrid, parce que ce matériel de pointe était le seul à même de pouvoir dégager le ciel de Madrid des chasseurs allemands, italiens en l'occurrence, et de pouvoir doter les brigades mixtes, donc espagnoles, d'un armement de qualité face aux
aux légionnaires, face aux soldats franquistes. Deuxième fer au feu de Staline, c'est de répondre positivement à une démarche qui lui a été faite de France. Elle a été portée, cette démarche, par Maurice Thorez, qui lui-même se fait l'écho d'un certain nombre de demandes qui étaient remontées depuis l'été 1936 de la part du Parti communiste et de ses périphéries, de ses organisations satellites. Le Parti communiste à l'époque, je parle plutôt moi de mouvement communiste, parce que vous aviez certes le parti, c'est jeunesse, mais vous aviez aussi le Secours populaire français des colonies, aujourd'hui le Secours populaire français. Vous aviez Paix et Liberté, organisation de masse, présente dans tous les départements, organisation antifasciste, dont la vocation était de devenir le parti du Front populaire. C'est une tactique communiste de faire de ce parti un parti dans lequel se seraient dissous les autres formations politiques. Laissons ça de côté. Eh bien, de toutes ces structures antifascistes, la même demande: quand est-ce que nous pourrons, nous aussi, partir en Espagne, nous battre aux côtés des camarades? Des listes étaient passées depuis l'été 1936. Les Italiens, les communistes italiens, étaient prêts à partir. Ils avaient été retenus, mais prêts à partir. Les listes existaient, on savait qui aller chercher à tel endroit pour partir en Espagne, mais l'autorisation n'avait pas été donnée, ce qui n'a pas empêché un certain nombre de communistes de partir tout de suite, immédiatement, en Espagne, à commencer par les communistes allemands qui se sont jetés corps et âme dans la guerre d'Espagne immédiatement. Staline autorise la formation de quelque chose que Thorez appelle une colonne internationale. Colonne internationale, c'est très imprécis. De quoi s'agissait-il en réalité? C'était de permettre au Parti communiste français, mais aussi belge et suisse, de pouvoir encadrer quelque chose dont on était sûr que ça n'allait pas être dispersé auprès des POUM, auprès des anarchistes, quelque chose de bien à soi. Notre colonne internationale, rien à voir avec le Parti communiste espagnol, c'était notre colonne internationale, à nous, les étrangers communistes, et on aurait montré aux Espagnols que nous, Français, puisque nous avions fait une guerre il n'y a pas longtemps, puisque nous faisions, tous les Français étaient assujettis au service militaire, contrairement aux Britanniques, contrairement à un certain nombre de pays, eh bien, cette science de la guerre, cette connaissance militaire allait permettre aux Espagnols de pouvoir triompher. Staline autorise donc cette colonne internationale. Immédiatement, 2 jours plus tard, les étrangers sont autorisés à quitter Paris, à quitter Marseille, à quitter Lyon, pour rejoindre l'Espagne par 2 groupes, via Marseille ou via la route terrestre, et s'agrègent sur ces volontaires partis de France les partis communistes de Belgique et de Suisse, comme partis riverains, pourrait-on dire déjà plus ou moins d'ailleurs sous la tutelle du PC. La naissance des brigades internationales, c'est ça. C'est cette colonne internationale qui n'a rien d'international, qui a tout de française en réalité, sauf qu'elle est composée de volontaires venant de France en majorité, et parmi ces volontaires venus de France, il n'y a pas que des Français, bien sûr, il y a énormément d'immigrés, il y a énormément aussi de descendants d'Espagnols, enfin en tout cas, vous avez déjà des dizaines de nationalités représentées. Au début octobre 1936, une base est trouvée, il fallait trouver un dépôt, il fallait bien trouver un endroit où accueillir tous ces gens-là, ce n'était pas simple. Au début, on a pensé à Barcelone, et puis, du fait de la situation en Espagne, de la menace sur Madrid, il était bien question que cette colonne internationale, si elle devait intervenir rapidement dans la bataille, c'était à Madrid qu'il fallait qu'elle intervienne. C'est donc Albacete, et je reviendrai là-dessus, vous l'avez vu, qui est choisi. Les premiers bataillons sont mis en place, on en reviendra peut-être tout à l'heure, peu importe. Je vais un peu plus rapidement sur la suite. En décembre 1936, mais pas avant, Staline va prendre une autre décision, autoriser plutôt le Comintern à augmenter le projet de colonne internationale pour lui donner une dimension réellement mondiale. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Parce que le Parti communiste britannique, donc irlandais, le Parti communiste américain, canadien, en réalité 16 pays bien déterminés, reçoivent tous un courrier en disant
vous avez tant de volontaires à trouver pour rejoindre les brigades internationales. Dans la plupart des cas, c'était très simple, parce qu'il y avait déjà des velléités. Prenons, on va prendre l'exemple irlandais, anglais, prenons l'exemple américain. Aux États-Unis, la gauche, en général, prend fait et cause pour les républicains. Le Parti communiste vaut peanuts aux États-Unis à ce moment-là. C'est un tout petit parti qui n'a guère de poids et qui est concurrencé d'ailleurs par un certain nombre d'autres organisations révolutionnaires qui elles aussi voudraient participer au grand combat contre le fascisme. D'ailleurs, en décembre, tout début décembre 1936, ce n'est pas le Parti communiste américain, mais ce sont les socialistes américains, donc trotskistes, enfin proches des trotskistes, qui organisent une colonne, la Debs Colonne, qui est une formation par voie d'affiche. On a d'ailleurs magnifiques affiches, un livret, comment faire pour devenir un combattant de la Debs Colonne. Et ces volontaires sont réunis donc par des ennemis politiques des communistes américains pour partir, rejoindre quoi? Rejoindre les brigades internationales. C'est parce qu'il existait les brigades internationales, créées les premières, celles qui étaient donc créées par les Français, rejointes par les Belges, les Suisses, que l'émulation s'est faite à travers le monde, que vous obtenez des formations tout à fait qui sont créées dans les pays directement. À Cuba, à La Havane, on crée la compagnie, j'ai oublié son nom d'un poète cubain très connu, pour participer elle aussi aux brigades internationales. Et ça, vous avez la même chose dans la plupart des pays. Donc il faut, pour les communistes, reprendre immédiatement la main sur l'initiative et de créer donc, ces brigades internationales au niveau mondial dans lesquelles les partis communistes ont mission de rattraper toutes ces initiatives un peu qui pourraient ne pas profiter à l'élan général et l'intégrer dans la démonstration que les communistes sont à ce moment-là non plus des révolutionnaires, mais des patriotes et des démocrates, et que cette défense de la démocratie et de la liberté, elle passe par l'Espagne, mais elle doit aller bien plus loin que cela. C'est-à-dire que ce combat commun, cette unité dans le sang qui est faite en Espagne, des socialistes, des communistes, des catholiques, de ce que vous voulez, eh bien elle doit créer le ferment de ce qui sera ensuite cette grande alliance antifasciste qui permettra de barrer la route au fascisme à travers le monde. Donc les brigades internationales sont, en décembre 1936, pensées comme un grand combat qui s'inscrit dans l'unité d'action. L'unité d'action antifasciste, c'est-à-dire la base même du programme de Front populaire, de l'antifascisme tel qu'il a été posé par le Comité international. Alors évidemment, les socialistes de la SFIO en France, par exemple, se disent que non, la ficelle est un peu grosse et que, certes, la brigade internationale c'est quelque chose de très intéressant. Il s'avère qu'en plus un très grand nombre de socialistes ou de confédéraux, de militants de syndiqués de la CGT rejoignent les brigades internationales en souhaitant, non pas forcément en étant communistes, mais en souhaitant cette grande unité. Mais les internationales, la seconde internationale, l'US, les socialistes, refusent la main tendue qui lui est faite de patronner à deux, à trois, on va souhaiter, avec l'international syndical, ce patronage des brigades internationales qui avait été pensé dans le but de ce patronage. Or, ce patronage, il n'y avait pas de brigade internationale. Les brigades internationales sont un projet combattant, vous l'avez vu, mais aussi un projet d'unité, un projet politique, un projet géopolitique qui sous-entendait cette unité d'action autour de l'Espagne, autour de l'antifascisme. Cette unité d'action, elle a été réalisée dans un certain nombre de pays. Les Italiens signent un pacte d'unité d'action. Et de cette unité d'action émergera même la fameuse brigade, le bataillon Garibaldi. Le bataillon Garibaldi s'appelle d'abord Légion italienne, créé à Paris par l'acte de Paris, qui scelle l'unité d'action entre socialistes, communistes, républicains. Et ces trois formations s'engagent à ne faire qu'une, entre guillemets, au travers de cette formation. Les Irlandais feront la même chose de leur côté, un certain nombre de lieux. Alors, en Belgique, ça passe pas très loin de cette réussite, mais dans la plupart des cas, ça ne marche pas. Les autres partis ne veulent pas s'engager pour cette unité d'action aux côtés des partis.
Voilà ce qui est la genèse des brigades internationales. Pour les quelques minutes qui me restent, je vais vous les présenter désormais en Espagne. Je ne vais pas vous parler des combats, on en reparlera si vous voulez dans la discussion, mais je vais juste prendre 5 minutes pour vous dire qu'est-ce qui se passe ensuite et de quoi s'agit-il. Lorsqu'on utilise le terme de brigade internationale, en réalité, on désigne une entité qui n'est pas ce que l'on croit. Les brigades internationales avec un B majuscule, c'est un ensemble, c'est une entité qui réunit les brigades petit b internationales, qui seront jusqu'à un maximum de 7 brigades internationales, 6 la plupart du temps, mais on a eu consécutivement jusqu'à 7 brigades internationales. Petit b, il s'agit de l'unité militaire, composée de 3 bataillons, 4, parfois 5 de chaque côté, mais également l'organe principal, la base, qui est une entité politique et militaire équivalent au dépôt divisionnaire, au cas des unités militaires, mais qui en réalité a des prérogatives extrêmement larges et qui, jusqu'en 1937, a des compétences extrêmement étendues, bien supérieures d'ailleurs au pouvoir du gouvernement espagnol, qui doit d'ailleurs taper du poing sur la table à un moment. Mais également, dans les brigades internationales grand B majuscule, vous avez des usines, des ateliers, vous avez des délégations, vous avez des bureaux et vous avez des hôpitaux. La grande réussite du Comintern, c'est moins en réalité les brigades internationales que quelque chose dans lequel l'unité d'action va se réaliser pour le coup. C'est la CSI, Centrale Sanitaire Internationale, qui est l'équivalent de la Croix-Rouge, qui était l'équivalent de la Croix-Rouge dans une dimension prolétarienne pour le tout. Cette CSI, qui est créée justement en décembre 1936, ce sont des brigades internationales en blouse blanche qui fédèrent l'intégralité des délégations médicales et sanitaires du monde entier. Cette CSI, elle vient chapeauter, elle vient faire l'unité d'action d'une brigade internationale en particulier, qu'on appelle le SSI, le Service Sanitaire International, les ambulances et les hôpitaux des brigades internationales. Le SSI, c'est services médicaux en blouse blanche composés de médecins socialistes, de chirurgiens communistes, énormément de proscrits, eh bien, se fédère au sein du service sanitaire international dans la boue et dans le sang d'Espagne, et au niveau international, dans la centrale sanitaire internationale, qui n'existe plus aujourd'hui de nos jours que dans un pays, en Suisse. La CSI d'aujourd'hui a continué donc, cet engagement partisan, pourrait-on dire, de l'humanité. C'est au sein de ces brigades internationales en rouge blanche, du SSI et de la centrale sanitaire internationale, qu'une immense nouveauté survient durant la guerre d'Espagne, c'est la féminisation du volontariat. Il y eut probablement 1 millier de femmes, ce qui est considérable, qui ont rejoint les brigades internationales. Un petit nombre voulu d'être combattantes n'ont pas été prises, ont été recalées, certaines effectivement ont pu combattre dans des conditions bien particulières. Les brigades internationales ont ceci d'extraordinaire que la mixité était possible. Je ne dis pas qu'elle était encouragée, je ne dis pas qu'il était loin de là, facile pour une femme, sauf infirmière qualifiée, à rejoindre les brigades internationales, mais cette mixité était extraordinaire. Elle n'existait pas dans un autre pays. On entend beaucoup de fadaises sur l'armée rouge, dans lequel la mixité était possible et s'est développée durant la Seconde Guerre mondiale, pour des raisons tout simplement d'appel à compétences et de nécessité. Mais c'est l'armée républicaine espagnole, par les brigades internationales, puisque la mixité n'était pas possible ailleurs, que ces femmes parviendront parfois à des grades de capitaine, notamment officiers, commissaires politiques, mais la plupart du temps comme médecins-chefs, chirurgiennes. Qui sont-elles? On pourrait en parler pendant des heures. Ce sont des femmes qui, pour beaucoup d'entre elles, ne peuvent enseigner leur art parce qu'elles sont en fuite, elles sont en exil. Pour la plupart d'entre elles, elles sont juives et elles fuient les persécutions d'Europe de l'Est et les numerus clausus qui empêchent, et aux États-Unis et en France, pour ne prendre que 2 exemples, la continuité de leur carrière. Autrement dit, les brigades internationales vont récupérer un très grand nombre d'excellentes praticiennes qui ne peuvent plus ni enseigner ou pratiquer à Varsovie, comme à Berlin, bien sûr, ou dans la plupart des autres pays. Donc ces femmes qui participent aux brigades internationales, vous avez un livre
dont j'ai eu la chance de diriger la publication qui retrace, hein, je ne vais pas y attendre. Donc décembre 1936, cette création extraordinaire de type humanitaire, les Brigades internationales Blouses Rouges. Je termine mon exposé sur le point final tel qu'il aurait dû être des Brigades internationales. Dans le film, il vous est dit que les Brigades internationales quittent l'Espagne à l'automne 1938. Qu'est-ce qui s'est passé à l'automne 1938, le 21 septembre 1938? Eh bien, il se passe que l'Europe se désintéresse de l'Espagne parce qu'un autre brasier s'est ouvert en Tchécoslovaquie. C'est la crise des Sudètes, qui est autrement plus grave que la guerre d'Espagne, dont on ne préfère pas trop savoir, dont on suppose dans les chancelleries maintenant que les franquistes auront l'avantage, faute d'autres solutions à proposer. Et donc nous sommes en septembre 1938, depuis l'été, Hitler ne cesse de faire part de ses revendications. Entre-temps, il y a eu un Anschluss. Entre-temps, il y a eu un certain nombre d'événements qui font que la crise est désormais en Europe centrale et l'Espagne n'est plus que tout à fait périphérique. Le président du Conseil espagnol, qui est le docteur Juan Negrín à ce moment-là, tente le tout pour le tout et faisant fi des négociations en cours, de la même intervention qui tergiversait depuis un an pour savoir combien de soldats faut-il retirer d'un côté pour que combien de soldats soient retirés de l'autre, qui est vraiment volontaire, qui n'est pas volontaire, bon. Pour couper court à tout cela, Negrín annonce à la SDN, retour de la SDN, ce fois où la SDN d'ailleurs interviendra pendant la guerre d'Espagne, et bien Negrín fait cette déclaration surprenante le 21 septembre à Genève. Nous autres républicains, gouvernementaux, le gouvernement légal, nous nous engageons à licencier l'intégralité des étrangers qui combattent dans notre armée et nous n'attendons pas de répartie. C'est ensuite à la communauté internationale, face à cet acte accompli, de déterminer ce qu'il sera nécessaire de faire. Le gouvernement applique sa décision et immédiatement, les étrangers survivants, j'ai envie de dire, il n'y en avait plus beaucoup, sont démobilisés alors qu'ils sont en plein combat. C'est la bataille de l'Èbre qui se déroule à la fin de la bataille de l'Èbre, on est toujours dans la bataille de l'Èbre. Eh bien, on les démobilise, on les retire du front, parfois à leur corps défendant, pour les mettre dans des camps de démobilisation en attendant leur retour. Là, c'est une autre histoire des brigades internationales dont on n'a pas le temps de parler aujourd'hui qui s'ouvre. C'est une histoire malheureuse, c'est l'histoire du retour impossible, puisque, comme vous le savez, la plupart des pays de départ de ces volontaires internationaux ne voudront pas récupérer d'une part leurs ressortissants, dans le cas où ils ont été déchus de leur nationalité. La Hollande, par exemple, les Pays-Bas, a déchu de sa nationalité l'intégralité des volontaires néerlandais qui sont partis combattre en Espagne, qui sont devenus pas tout à fait des apatrides, mais pas loin, à Pologne. Donc d'une part, ces étrangers ne peuvent pas rentrer chez eux, d'autre part, un certain nombre de complications aussi. Par exemple, les États-Unis nous disent nous on veut bien les récupérer, mais on ne veut pas payer. Donc il faut payer le transatlantique pour ramener les volontaires. Les pays d'Amérique du Sud qui ne veulent surtout pas récupérer cet chien-lit de rouge. Et surtout, problème majeur pour un grand nombre de volontaires étrangers qui sont partis d'un pays dont ils n'avaient pas la nationalité. De France sont partis à peu près la moitié des volontaires internationaux d'Espagne, c'est-à-dire autour de 20 000. Et parmi eux, vous avez vu qu'il n'y avait que, dans le reportage, dans le documentaire, c'était marqué 9 000, on n'est peut-être pas très loin du chiffre, mais malheureusement, il y a beaucoup d'absents. Les 10 000 autres sont des immigrés qui résidaient en France sans en avoir la nationalité. Et qui ne se sont pas occupés au moment du départ d'aller voir la préfecture en disant « Bonjour monsieur le préfet, je pars en Espagne, je compte revenir à telle date et je reprendrai ma carte de travail à ce moment-là. » Qu'est-ce qui s'est passé en leur absence? Les gens étaient bien contents qu'ils soient partis. Et puis ensuite, ils ont pas fait renouveler leur carte de séjour, leur carte de travail. Excellent prétexte pour les préfectures pour dire « Oh alors, nous ce Polonais, on ne connaît pas, oui, il va résider. » Donc, c'est une autre histoire des brigades internationales, celle des camps, qui
fait jonction avec la résistance, naturellement, puisque vous savez que beaucoup, la plupart peut-être de ces vétérans des brigades internationales reprendront le combat, les armes à la main, et mettant leur expérience au service d'un autre combat tout aussi antifasciste, celui de la résistance. Ça, c'est donc la fin malheureuse des brigades internationales. C'est celle que vous connaissez, des camps, sur lesquels je ne vais pas m'attarder. Je termine juste mon exposé sur une date intermédiaire qui est l'automne 1937. Automne 1936, création des brigades internationales. Automne 1938, démobilisation de tous les survivants étrangers qui demeuraient dans la brigade internationale. Automne 1937, c'est un autre événement qui sépare en deux la vie des brigades internationales. Au début, c'était un organe international, transnational, politique. En septembre 1937, elles sont régularisées et elles reprennent les statuts de l'ancienne Légion étrangère espagnole. L'Espagne avait cette particularité d'avoir récupéré la Légion étrangère française, au sens qu'elle a été vendue par les Français, et avait conservé depuis donc, le début du XIXe siècle cette tradition de la première Légion étrangère française vendue, c'est un peu compliqué, je n'ai pas dû partir là-dedans, vendue par les Français à l'Espagne, en gardant une formation internationale. Mais en 1936, cette Légion étrangère espagnole, le Tercio, avait pris fait les causes intégralement, évidemment, pour les rebelles. Donc il n'y avait plus de Légion étrangère au service du gouvernement. Mais il y avait des statuts. Donc on a récupéré ces statuts pour les donner aux brigades internationales qui devenaient de facto une légion étrangère au service des gouvernementaux espagnols. Évidemment, en 1937, on espère encore gagner la guerre. On espère donc que cette légion étrangère que sont les brigades internationales perdront dans l'avenir et deviendront une possibilité pour les antifascistes de tous les pays de s'engager aussi au service de l'Espagne. Je vais faire cette parenthèse pour parler désormais des conséquences. Pourquoi est-ce que... Parce que Staline prendra la décision juste après, il autorisera en réalité les responsables des brigades internationales à accepter cette transformation en légion étrangère. Eh bien parce que les brigades internationales se sont trop étendues par rapport aux effectifs réels, par rapport à la main-d'œuvre. Si vous voulez. La plupart des étrangers sont morts, ils sont repartis chez eux. Il reste très peu d'étrangers, et pourtant on a continué à créer beaucoup de formations internationales. En tout et pour tout, il y a eu une centaine de formations de la compagnie, de la section, de la batterie d'artillerie, en tout cas indépendamment, une centaine de formations internationales dans les brigades internationales. Pas toutes, vous les énumérez, vous les retrouvez dans l'ouvrage. Eh bien, où a-t-on trouvé ces effectifs? Parmi les Espagnols. À partir de 1937, les étrangers deviennent des cadres encadrant des conscrits espagnols qui ont pour la plupart rejoint la brigade internationale sans l'avoir demandé. C'est simplement qu'ils étaient mobilisés et puis le secteur de mobilisation c'était les brigades internationales. Quand la base des brigades internationales c'était Albacete, les Espagnols qui rejoignaient les brigades internationales étaient de la région militaire d'Albacete ou des environs. Lorsque les brigades internationales sont déplacées au nord, du côté de la Catalogne, eh bien, ce seront des Catalans qui rejoindront les brigades internationales avec tout un tas de difficultés qui seront sous-jacentes à ce recrutement inattendu de Catalans. En 1938, lorsque les brigades internationales sont démobilisées et que les étrangers doivent partir, elles sont aux 2 tiers composées d'Espagnols. Les brigades internationales que nous connaissons, le format que nous connaissons, celle de la bataille de l'Èbre, ce sont avant tout des Espagnols encadrés par des étrangers. Ce qui ne change rien au dispositif, c'était simplement un expédient qui a permis en 1937 d'éviter la dissolution. C'est un projet qu'on n'a pas voulu dissoudre en 1937 alors que les effectifs ne permettaient plus, le nombre d'arrivées de volontaires étrangers ne permettait plus l'existence des brigades internationales sous leur forme exogène initiale. Voilà, mon exposé, je ne vais pas continuer plus longtemps, peut-être que vous avez des questions. C'était surtout un tour d'horizon pour vous présenter l'objet des brigades internationales. Dans le détail, soit vous avez peut-être des questions. Alors, merci de cet exposé très éclairant.
Alors sur la base de ce que vous avez dit au début et sur la terminologie que vous avez employée, sur l'antifascisme de la guerre d'Espagne, en fait, il y a deux pôles de pensée. Il y a ceux que vous avez appelés les patriotes, les démocrates, avec les communistes, et puis on a un pôle de pensée révolutionnaire. Et vous avez parlé de Land and Freedom. Et le souvenir que j'ai de ce film, c'est qu'il en ressort en quelque sorte deux manières de faire la guerre. Une guerre révolutionnaire où dans les zones occupées, on va organiser une réforme agraire, on va mettre sur pied une société autogestionnaire, alors que de l'autre côté, on a comme idéal une société plus juste, mais qui reste à définir. Et ma question, elle porte justement sur les brigades internationales. Est-ce que cette dualité, on la trouve à l'intérieur des brigades? Parce que quand on voit les choses de l'extérieur, dans l'information qu'on a sur la guerre d'Espagne, eh bien, on a des noms qui apparaissent. Par exemple, moi, je me suis intéressé à l'antifascisme italien, et Achille Occhetto, quand il prend la direction du parti, l'une de ses premières mesures, c'est de prendre de la distance avec Palmiro Togliatti, qui va taxer de stalinisme et va ressurgir le passé de Togliatti comme commissaire politique censé faire le ménage contre les trotskistes. Et puis, alors, je ne sais plus quel communiste français est taxé de boucher d'Albacete, c'est Marty. Donc, cette scission à l'intérieur des... Est-ce qu'elle existe à l'intérieur des brigades internationales? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est plus une question, c'est une remarque, la question est implicite, à votre avis. Mais vous avez évoqué les régimes autoritaires en Europe dans les années 30 et 20, en disant l'Allemagne, le régime nazi, l'Italie, le régime fasciste. Il y avait aussi la Russie avec le régime communiste, qui était aussi extrêmement autoritaire. Et donc il y avait un courant antifasciste en Europe, un courant anti-nazi et un courant anticommuniste, il faut pas l'oublier. Et cela nous donne effectivement une approche de l'essence même de la guerre d'Espagne, qui n'a pas été une guerre opposant d'un côté des fascistes et de l'autre côté des communistes, mais une guerre opposant d'un côté des antifascistes et de l'autre côté des anticommunistes, ce qui explique sa violence. Face à ces trois entités, le nazisme, le communisme et le fascisme, les démocraties avaient fort à faire. Alors, je vais déjà répondre donc à ces deux questions qui sont effectivement assez proches. Déjà, sur la nature du régime soviétique en 1936, bien sûr qu'il y avait des opposants des opposants au stalinisme en Europe et partout ailleurs. Mais il y a un certain nombre de faits, malheureusement, dont aujourd'hui on a une lecture un peu téléologique. En 1936, exactement à l'été 1936, Staline fait diffuser une information qui sera l'objet d'une campagne d'affichage monstrueuse, de fascicules dans toutes les langues du monde, sur la constitution la plus démocratique au monde, c'est-à-dire la constitution soviétique. Et je serais bien là même bien en difficulté de trouver dans les archives, y compris dans les archives anarchistes que je connais bien d'Amsterdam, des informations sur la nature criminelle de l'État soviétique. Ça, ce sont des informations dont certains avaient prescience, effectivement, mais qui étaient évidemment inimaginables en 1936. Pour vous donner un exemple, j'ai été frappé il n'y a pas très longtemps d'un texte de Victor Marguerite, donc le romancier bien célèbre, on ne peut pas vraiment traiter de philo-communiste, qui, à propos de l'objection de conscience de Tolstoï, expliquait que l'Union soviétique, qui était un régime condamnable par un certain nombre d'aspects, était quand même un des plus généreux au monde, puisque les gens qui ne voulaient pas faire le service militaire, on les envoyait dans une propriété où ils faisaient des travaux agricoles. Ça s'appelle un goulag. Voilà. Sauf que dans l'esprit de Victor Marguerite à ce moment-là, le goulag, ça ne veut rien dire. Ça ne fait pas sens.
Ce qui fait sens, c'est ce que Victor Serge éventuellement et quelques autres qui sont survivants des isolateurs et qui s'expriment, qui commencent à s'exprimer dans la presse, mais ce sont des gens qui publient dans des revues qui ne sont pas lues, qui sont très peu lues en tout cas. Le Poon, par exemple, à aucun moment, le fameux Poon dont London Thriller, le film de Ken Loach, se fait le turiféraire, je vous assure qu'à aucun moment le Poon ne s'exprime pour dénoncer la nature, l'état ouvrier qu'est l'Union soviétique. Ce qu'il dénonce, c'est la mainmise de Staline et de ses acolytes sur le parti et donc sur l'Union soviétique et à dévoyer la révolution. Mais le principe même du léninisme n'est pas remis en cause. Ensuite, sur la nature de la révolution, alors les antifascistes, encore fallait-il donc à propos de l'Union soviétique considérer qu'il s'agisse d'un régime autoritaire. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, pour un certain nombre, notamment de libertaires, les communistes étaient par essence autoritaires. Donc finalement, ça ne faisait pas tellement de différence. Sauf que l'historiographie, encore une fois, effet téléologique, a beaucoup retenu des témoignages, parce que sorti dans les années 60, 70, je pense au couple Thalmann, par exemple, un couple de Suisses qui a écrit son récit de la guerre d'Espagne, qui est très très hostile au Parti communiste pour cause, hein, ils ont été effectivement persécutés. Ce qui permet de faire le lien avec l'autre question. Le Parti communiste en Espagne, espagnol, je veux dire, je me laisse de côté celui-là, le Parti communiste espagnol. Le Parti communiste, le Comintern, donc représenté à partir de 1937 effectivement par Togliatti, qui est envoyé pour s'assurer que Marty ne fasse pas trop de bêtises. Hein. Donc Togliatti, c'est le missi dominici du Comintern en 1937. Il n'y a pas enfin, il y en a eu d'autres avant, mais ça n'a pas bien fonctionné. Donc Staline veut avoir... en réalité, ce n'est pas exactement Staline se fiche un peu de Togliatti, ça ne m'intéresse pas. C'est plutôt le secrétariat du Comintern qui veut avoir une personne sur place. Donc Togliatti dirige tout cela. Et effectivement, la menace, elle est perçue par les trotskistes. Pourquoi? Parce que Staline veut que les trotskistes soient dénoncés comme fascistes et soient traités comme tels. Et cette volonté de faire du Poon, en particulier un ennemi mortel à la fois des communistes, mais aussi de tout démocrate sérieux ou de tout antifasciste, c'est une construction qui est entièrement stalinienne, qui est assumée dans les brigades internationales, au même titre que dans tous les partis communistes. Sauf que ça commence à ce moment-là. J'ai retrouvé par exemple des archives du Parti communiste américain, disant, écoutez, on a reçu beaucoup d'instructions sur les trotskistes, on ne voit pas trop qui c'est, est-ce qu'on pourrait avoir des instructions sur qui doit être dénoncé comme trotskiste et ce qu'on doit faire dans ce cas-là. Voilà. C'est le cas également en 1936, au sein du PSUC, le Parti communiste de Catalogne. À aucun moment vous avez en 1936, à l'été 1936, de dénonciation du Poon. Ça arrive parce que Staline décide que ça arrive à ce moment-là et qu'à partir de maintenant, il n'y aura pas d'autre choix que de dénoncer le Poon comme trotskiste et de faire la démonstration qu'en Espagne, les agents de la 5e colonne, la Quinta Columna, célèbre construction culturelle de la guerre d'Espagne, eh bien, a une incarnation, c'est le Poon, c'est les trotskistes. Il devient trotskiste une quantité de choses et d'autres. Peut-être trotskiste parce qu'on a mal compris quelque chose, on peut être trotskiste parce qu'on s'oppose aux décisions de la cellule communiste, dans les brigades internationales par exemple. Donc il y a énormément de possibilités d'être trotskiste, et évidemment c'est infâme, hein, c'est une dénonciation qui motive immédiatement une enquête qui peut déboucher sur une incarcération. Les incarcérations, restons dans les brigades internationales, puisque c'est un sujet qui vient souvent. Les dénonciations politiques et les incarcérations pour faits politiques, elles surviennent assez tardivement. Elles surviennent à partir, grosso modo, d'un moment paroxystique dans la guerre d'Espagne, une guerre civile dans la guerre civile. Ce sont les événements de mai 1937 à Barcelone, où le camp républicain s'affronte entre, d'une part, les partisans du gouvernement, donc les communistes, mais pas que, et les partisans
ou ceux convaincus que le Parti communiste est en train de prendre le pouvoir sur le gouvernement central et sur la Généralité de Catalogne notamment, et que pour cette raison-là, il faut donc résister par les armes, et cet affrontement fratricide va conduire effectivement à une exacerbation, parce que ça sert de fait c'est la prophétie autoréalisée. Depuis des mois, les communistes ne cessaient de dire, vous allez voir, les anarchistes et trotskistes, donc les trotskistes qui sont des ennemis, les anarchistes qui ne se rendent pas compte qu'ils soutiennent des ennemis, à un moment vont se révéler. Le masque va tomber, comme on allait dire à ce moment-là. Et bim, les événements de mai 1937 font la démonstration qu'il y a à l'arrière du front quelque chose qui s'est passé d'absolument délétère pour le camp antifasciste. Ces événements, ils ont été, vous le savez peut-être, c'est l'objet d'une grande partie du livre Hommage à la Catalogne, et c'est aussi une partie du film de Ken Loach, donc Landman Freedom, qui semble faire à croire qu'il y eut dans ces affrontements, que les brigades internationales auraient pu être engagées, que des étrangers n'y étaient pas. Qu'il y ait eu des étrangers, c'est tout à fait exact, c'était des étrangers qui étaient en convalescence à Barcelone, qui étaient démobilisés ou qui ont été libérés de prison et qui ont participé de fait à ces événements. Et ça va, malheureusement pour eux, faire là aussi la démonstration que, tenez, regardez, là, ces Italiens qu'on vient d'arrêter les armes à la main alors qu'ils s'opposaient au gouvernement républicain, eh bien, c'est bien la démonstration que l'OVRA, les services politiques, la police politique, la police secrète du fasciste, est active en Espagne, construit sur le dos de ces malheureux une histoire, un récit qui est politique et qui correspond évidemment aux vœux de Staline. De là à croire, comme je l'entends en permanence, y compris sur les reportages de France Inter ou autres sur les guerres d'Espagne, que le GPU, le NKVD, ou ce que vous voulez, aurait monté en Espagne des structures, c'est quelque chose qui, en tout cas, a pu exister pour un certain nombre de raisons, mais je vous assure que ce menu fretin de petits gars qui, de toute manière, pour la plupart d'entre eux, ont survécu et ont été expulsés d'Espagne, c'est la seule chose qui risquait de leur arriver. Hein. Vous étiez arrêté en Espagne, le gouvernement n'attendait qu'une chose, c'était de pouvoir vous expulser. Pour pouvoir vous expulser, il fallait que la France accepte de vous recevoir en tant qu'Italien, apatride, ou ce que vous voulez. Donc, si exécutions, par exemple, il y a eu pendant les affrontements de mai 1937, ce sont des exécutions de part et d'autre, d'ailleurs, qui ont tout à voir aux affrontements, à la guérilla sur le moment. Hein. Elle n'est pas liée à des exécutions. Par exemple, un couple des militants anarchistes très célèbres, dont Camillo Berneri, qui est un anarchiste, un théoricien anarchiste qui est mort pendant l'insurrection des libertaires à Barcelone. On n'a aucune... comment dire, la mémoire partisane veut nous faire la démonstration que Camillo Berneri a été exécuté dans une rue, où il a participé au combat et il a pris une balle. On ne saura jamais, si vous voulez, quel est le véritable. Mais ce qui est sûr, c'est que pour avoir suivi, en tout cas dans les brigades internationales, attentivement tous ces petits règlements de compte, ce tout petit fretin, y compris de la part d'un théoricien anarchiste italien, ça n'avait aucune importance vis-à-vis des cibles réelles du NKVD ou de la police politique de Staline. Oui, moi j'aimerais bien que vous avez montré le coût payé par les brigadistes en Espagne. J'aimerais bien que vous veniez sur le rôle militaire des brigades, ou le poids plutôt militaire des brigades dans la guerre civile. Oui, alors c'est une bonne question. On pourrait d'ailleurs étendre au-delà des brigades internationales au volontariat international combattant en Espagne. Sur le rôle du volontariat international en Espagne, d'un point de vue militaire, il n'est pas évident. Il est pratiquement nul en ce qui concerne les engagements initiaux dans les colonnes quelles qu'elles soient, les premières colonnes miliciennes, dans le sens où on n'a pas de bataille dans laquelle l'issue
que ce soit en défense ou en offensive, ait été déterminée par un groupe d'étrangers en particulier, ou par un officier, par exemple, qui aurait pu... Mais à la cité universitaire, je crois qu'elles ont joué un grand rôle quand même. Alors, ça c'est ce qui se passe avant, effectivement. À la bataille de Madrid, au tout début des brigades internationales, là c'est quelque chose de tout à fait différent. Déjà, nous avons des formations internationales entièrement composées d'étrangers, donc il est possible, dans un moment donné, de pouvoir déterminer le poids de ces volontaires dans la bataille. Ce poids, il est moral, déjà, par rapport à la population madrilène et aux soldats républicains qui défendaient Madrid, donc nord-ouest, dans la cité universitaire, qui était particulièrement moral, qui était particulièrement atteint par une série de batailles qui avaient été des défaites pour les républicains dans un énorme parc qu'on pourrait comparer au Bois de Boulogne de Madrid. Bref. Et juste à côté duquel se trouve la cité universitaire, c'est-à-dire une position en surplomb qui domine, comme si le Bois de Boulogne était dominé par une colline, et sur cette colline, des bâtiments ultra-modernes, des bâtiments type grand ensemble, si vous voulez. Je ne sais pas si vous connaissez la cité universitaire qui est encore debout en partie. Et donc, dans ces bâtiments se sont placés effectivement des bataillons frais et dispos, en grande partie composés d'anciens combattants. Et c'est peut-être la seule fois de l'histoire des brigades internationales où la proportion d'anciens combattants sera aussi grande. Ce sont des primo-arrivants, des volontaires qui viennent d'arriver, qui ont une formation militaire et qui sont engagés immédiatement au combat. Leur première victoire, elle est avant tout d'avoir résisté et d'avoir repris un certain nombre de bâtiments au sein de la cité universitaire. Vous savez, là encore, des exemples célèbres, avoir défendu le bâtiment lettres contre philosophie, puis philosophie contre médecine. C'est la première des résultats. Mais en réalité, c'est une victoire à la Pyrrhus, puisque ces bataillons, pour la plupart d'entre eux, certains vont peut-être même détruits entièrement dans la bataille. Certaines compagnies des brigades internationales, je pense notamment à une compagnie hongroise, connaît un taux de perte de 100%. Donc on ne saura jamais ni les noms de ces volontaires, ni même leur destin, puisqu'ils n'ont laissé d'autres traces que d'avoir été cette fameuse compagnie qui, à l'assaut de tels bataillons, de tels bâtiments universitaires, aura disparu corps et âme, en permettant effectivement à la défense madrilène de se structurer au niveau de la défense de la cité universitaire. Ce point il est surtout moral en réalité, parce que au-dessus de Madrid, l'aviation italienne est chassée par les fameux Polikarpov, vous savez, ces petits chasseurs soviétiques qui dégagent le ciel madrilène pendant quelques semaines, en tout cas le temps que l'hiver s'installe. Et l'armement soviétique permet également de pouvoir organiser de vastes contre-offensives localisées, des contre-offensives locales qui vont empêcher les franquistes de pouvoir multiplier leurs avantages. Les franquistes s'étaient emparés d'une position stratégique juste derrière la cité universitaire, le pont des Français. Ce fameux pont des Français aurait dû être le point par lequel Madrid aurait été conquise, mais en réalité, le fait que les brigades internationales tiennent au-dessus du pont des Français, ce saillant dans les positions franquistes, fait que Franco doit de toute manière faire lever le pied à ses troupes, et Madrid donc ne tombera pas. Et à partir de là, le gouvernement républicain va pouvoir consolider entièrement les positions de Madrid, au point que Madrid ne tombera que fin mars 1939 sans combat. Ce sont les soldats républicains qui défendaient Madrid qui laissent venir à eux les soldats franquistes en ce fameux fin mars 1939. Donc Madrid n'aura jamais été conquise par les franquistes de vive force dans tout temps. Enfin, la défense de Madrid, elle correspond à la montée en puissance de l'armée républicaine, l'EPR. Cette armée reconstruite par la République, qui, grâce encore une fois à l'engagement de ses premières brigades internationales, la première brigade internationale, ça porte le numéro 11, c'est-à-dire qu'il n'y avait eu que 10 autres brigades de constituer à ce moment-là. Donc on est au tout début de la création de cette armée républicaine, et c'est une victoire, au-delà des brigades internationales de la cité universitaire, c'est une victoire de la nouvelle armée républicaine. Camaradas de las brigadas internacionales, razones de Estado os hacen volver a vuestra patria.
podéis marchar orgullosos. Sois la historia, sois la leyenda, sois el ejemplo heroico de la solidaridad y de la universalidad de la democracia, el cariño y el agradecimiento de todo el pueblo español que hoy y mañana gritará con entusiasmo: ¡vivan los héroes de las brigadas internacionales!